Dans l'épisode d'aujourd'hui, on survole mes 6 non négociables pour revenir à moi-même dans ma nouvelle vie, post-enfantement, post-séparation. Moi, c'est Luna, mère monoparentale, femme avant tout et sorcière moderne. Il y a beaucoup de choses que j'aime, des chemins que je décide d'emprunter parce qu'ils mènent vers une vie qui me ressemble davantage. J'essaie ici de te résumer ça en 6 catégories qui peuvent évidemment s'appliquer différemment d'une personne à l'autre selon les réalités. Parenthèse, je ne prétends pas détenir une formule magique ni une vérité absolue, mais je te partage ce qui fonctionne pour moi, surtout parce que découvrir ce qui faisait du bien à d'autres m'a grandement aidé à comprendre ce qui m'aiderait, moi, à me retrouver et à pleinement respecter qui je suis. D'ailleurs, s'il y a un sujet ou deux qui t'intéresse un petit peu plus que les autres, juste me le laisser savoir en commentaire pour que je puisse faire une vidéo plus en profondeur sur ce sujet-là. Numéro 1, la littérature. J'ai beaucoup lu, beaucoup écrit durant mes études littéraires, puis plus du tout ou presque. J'ai fait d'autres choses, de la restauration et des enfants, entre autres, en mettant toujours la littérature de côté. Je me disais pour plus tard. Depuis quelque temps, je refais une vraie place à cette passion. La considère à nouveau essentielle plutôt que frivole et en dernier lieu, c'est le reste du temps. Chaque soir, je lis plusieurs pages de romans au lieu de scroller pour déconnecter mon cerveau. Je vous apprends rien, les écrans avant le dodo, c'est non, mais en plus d'avoir le bienfait d'être version papier et non digitale, les romans que je lis m'apaisent le corps et l'esprit, me permettent de décrocher du réel, oui, mais en vivant une histoire, en apprenant sur un sujet qui m'intéresse, en découvrant des personnages et des styles d'écriture impressionnants. Depuis l'écriture dans mon mémoire de maîtrise, il y a environ 12 ans, je reprends et retravaille le manuscrit sporadiquement, sans doute un peu par nostalgie, mais aussi pour en faire une version publiable. Je l'ai laissé de côté tellement de fois, mais je suis fière de l'avoir enfin achevé et envoyé à des maisons d'édition il y a quelques semaines. Je ne vise pas une publication à tout prix. Si ça ne fonctionne pas, j'aurai quand même la satisfaction d'avoir concentré mon temps et mon énergie à un projet personnel que j'ai mené à bien, que j'ai terminé de manière à en être satisfaite. Et c'est une réalisation que je ne me serais pas permis de prioriser il y a quelques années. Numéro 2, du temps pour moi. Une autre de ces choses non négociables, c'est de refaire de la place pour l'imprévu, pour les coups de tête. Prévoir les grandes lignes, les rendez-vous, les choses essentielles, oui, mais laisser de l'espace pour ne pas savoir, pour inventer, pour changer d'idée. Cette sensation d'être l'héroïne d'un film, quand au lieu de rentrer chez soi parce qu'il fait noir et que l'activité précédente est terminée, plutôt partir en quête, attraper le dernier film au ciné, prendre un verre seul au comptoir, rejoindre des amis de longue date sans plan préalable. Se donner le droit à l'éphémère, à l'inutile. Passer du temps de qualité sur un produit qui ne durera pas, ou même sur une activité qui ne produira rien du tout. Concrétiser le moment présent, en ne le laissant s'étendre ni avant ni après. Pas de plan, pas de conséquences, qu'un maintenant bien senti. Je prends de longues marches l'été, de longs bains l'hiver. Je fais de l'art visuel même si j'ai aucun talent particulier. Dessin, collage, peinture. Je fais des casse-têtes et adore les détruire ensuite. Numéro 3, mon corps avec lui-même. Mon corps a ingéré des hormones dès le début de l'âge adulte pour ne pas que je tombe enceinte avant le temps. J'ai ensuite pris des vitamines prénatales et fait attention à ma santé afin d'augmenter les chances de tomber enceinte. Rapidement, après l'arrêt de la contraception, ça a pris. Mon corps a servi à construire, expulser puis nourrir mon fils pendant un total de 15 mois. Moins de 2 mois après ce cycle, j'en ai recommencé un deuxième, de même durée, pour ma fille. À l'âge de 31 ans, je me suis retrouvée pour la première fois dans mon corps d'adulte tel qu'il est réellement, sans hormones ajoutées, sans bébé qui en dépendent entièrement. Alors comment je vis dans mon propre corps? Qu'est-ce que je décide d'en faire pour que ça me fasse plaisir à moi et que ce ne soit plus utile, enfin? J'ai multiplié les tatouages, même si ça dépasse souvent mon maigre budget. Je fais faire mes ongles chaque mois, alors que, je l'avoue humblement, j'étais de celles qui jugeaient cette frivolité avant. Je suis pas la plus coquette, je me maquille à peine, je brosse jamais mes cheveux. Mais les ongles longs et soignés, va savoir pourquoi, m'apportent la parcelle de féminité qui me satisfait, dont j'avais apparemment besoin pour me rapprocher de moi-même. Peut-être est-ce en rapport avec l'inutile, encore une fois, le temps passé à accepter qu'on s'occupe de moi et que ça n'apporte honnêtement pas grand-chose au grand monde. Et malgré un reste de culpabilité lié à la cupidité qui pointe encore parfois, je me l'autorise. No shame. Numéro 4, le corps avec l'extérieur. Comment je présente mon corps aux autres? Comment je le partage? Les 2 axes principaux par lesquels ça se déploie pour moi sont par le shibari et en ayant largement moins de pudeur qu'avant. Dans un monde où tout est sexualisé, surtout chez la femme, j'ai envie de remettre le malaise entre les mains de ceux qui ont un problème avec ça. Ça étant la nudité, même partielle, la chair, la peau. Et ce n'est pas moi. Je n'ai plus de gêne à ne pas porter de brassière, à me rincer nue à la rivière en nature, à ce qu'un sein sorte par inadvertance, à ce que des courbes d'une anatomie que je n'ai pas choisie et qui ne me définit pas s'aventurent occasionnellement plus loin que « prescrit » entre gros guillemets. Concernant le shibari,
qui est la pratique japonaise de liaison avec des cordes qui peut avoir différentes significations selon le contexte, je réalise que c'est un trop gros morceau pour le déployer entièrement ici et j'en ferai donc une vidéo dédiée. Pour l'instant, je dirais seulement que c'est l'art qui m'a le plus permis de complètement déconnecter mon cerveau, en laissant mon corps entre les mains d'une personne de confiance. Donner sa vulnérabilité en spectacle respectueux, apprivoiser l'inconfort, voire même la douleur, s'en remettre tout entière à la merci de quelqu'un qui va honorer le consentement préalablement discuté, sont tous des aspects qui me plaisent beaucoup d'Ishibari. Numéro 5, la spiritualité. C'est un autre pilier du nouveau moi que je me laisse devenir, un pilier important d'ailleurs. Ça prend plusieurs formes, plus larges et mainstream comme le yoga et la méditation, mais aussi plus sorcières comme la magie et les rituels. J'aime l'idée qu'il y a une force indéfinissable plus grande que nous, qui nous englobe et nous échappe, mais je n'aime pas les obligations religieuses qui restreignent les individualités et les libertés, les crimes au nom de la Bible, la suprématie masculine qui en découle. Je n'utilise donc pas Dieu ni ses prescriptions, je préfère le terme univers, vaste, flou, non-genré. Ce que ça m'apporte, une routine, des repères, une communauté généralement ouverte et intéressante, une reconnexion et un respect renouvelé pour la nature. Ça nourrit mon me-time inutile, en gros guillemets encore une fois. Ça me permet de ralentir et baisser le ton pour mieux entendre la vie autour de moi, pour mieux sentir celle qui grouille en dedans. Mes croyances ont quand même des limites. Je crois en l'impact des phases lunaires, et cycliques pour les femmes en passant, le pouvoir de la manifestation, la signification des synchronicités, l'effet positif du yoga et de la méditation sur le corps et l'esprit, le rôle des rituels qu'on implante dans son quotidien. Je ne crois pas en la magie qui sort du vide, à la création qui arrive de nulle part. Pour moi, rien ne reste plus grand que la volonté et le libre arbitre. Je fais des petits rituels pour vider ma tête, clarifier mes intentions, réinvestir mon corps. Les outils comme la lune, l'introspection, la méditation, l'astrologie, le tarot, tout ça aide pour les repères, les manières de concrétiser, de concentrer mon énergie, mais ne sont pas magiques en soi, selon ma vision. C'est nous qui sommes magiques. Il faut seulement s'en souvenir et l'assumer. Numéro 6, décentraliser l'amour ou l'anarchie relationnelle. En grandissant, tous les exemples de la culture ou de la vie autour ont été hétéro-mono-normatifs. Ton chum devenait ton pilier, ton centre, autour duquel le reste allait graviter, seulement quand et si il restait du temps et de l'espace. Exiger d'une seule personne, emplie elle aussi de traumas et de besoins, qu'elle comble toutes nos envies, relève pour moi de l'utopie et n'est en fait même pas souhaitable. Je fais donc des choix concrets pour m'aligner. Je désire pas habiter avec un ou une partenaire, du moins pas plus qu'avec un ou une amie. Je fais pas plus de temps aux partenaires amoureux qu'aux amis, et je visualise mes relations comme étant horizontales, c'est-à-dire toutes sur la même ligne d'importance, l'exception unique étant mes enfants. Ça reste un désapprentissage fastidieux, car même si c'est dans mes valeurs, j'ai pas l'habitude, et encore aujourd'hui, que très peu d'exemples. Point central de cette réorganisation relationnelle, je ne pourrais plus être dans des relations monogames. Même si je ne date qu'une personne dans un moment donné, je dois être libre de pouvoir explorer les expériences que la vie met sur mon chemin, si elles me font envie, bien sûr. Et surtout, toujours après discussion franche et transparente avec tout le monde, dans le respect de mes propres limites et du confort de toutes les personnes impliquées. Note importante, je ne shame absolument personne qui mène sa vie autrement et je ne prône pas que la non-monogamie éthique est supérieure à la monogamie ou à certaines valeurs plus traditionnelles. On jase simplement de ce qui est mieux pour moi, pas mieux, point final. Pour terminer, je te partage un dernier aspect que je ne suis pas arrivée à classer parce qu'il s'insère dans chacune des sphères précédentes et chapeaute un peu le tout. Ne plus viser la perfection, ne pas attendre le parfait produit final avant de se lancer. C'est difficile, pour une perfectionniste qui essaye de slacker et une ex-people pleaser encore en rémission, de déconstruire les réflexes de perfection, de qualité supérieure et de surachèvement. Ça prend de la pratique, comme ce que je suis en train de faire en ce moment, en enregistrant de manière très imparfaite le son de cette vidéo avec un téléphone. Mais ça libère parce que rien ne freine davantage la créativité que la peur de faire des erreurs. Quand se tromper devient un but, les horizons s'ouvrent grands. La semaine prochaine, je rassemble les éléments clés qui constituent selon moi la maternité, ou du moins la mienne. On jase de comment ça nous change, de ce que ça apporte à la femme en nous, mais aussi à l'enfant qu'on porte encore en soi. À bientôt!